Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus assister à cette rencontre avec Maëlys de Kerangal et Joyce Ormand, durant laquelle nous allons évoquer leur nouveau livre écrit à 4 mains, Sévose. Alors, je vais juste vous les présenter très rapidement. Donc, Maëlys de Kerangal et Joyce Ormand, vous êtes toutes les deux membres du collectif Inculte et chacune, à votre façon, vous documentez le réel dans des livres qui sont à chaque fois une aventure, une immersion dans un lieu, un écosystème spécifique. Ainsi, vous, Maëlys de Kerangal, vous avez exploré, par exemple, Marseille, dans Corniche Kennedy, une ville fictive de Californie dans Naissance d'un pont, ou encore la vie d'un hôpital dans Réparer les vivants. Et vous, Joyce Ormand, vous avez parcouru la gare du Nord dans Paris Gare du Nord, un zoo, entre autres, dans la peau de l'ours, et également observé la vie en hôpital psychiatrique dans votre dernier livre, À la folie. Cette fois donc, vous avez choisi de voyager ensemble le long d'un immense barrage hydraulique coincé entre les montagnes et édifié sur les ruines d'un village englouti. Cela donne Sévose, un très beau roman dense, plein de visions et aux confins du fantastique. Et pour se mettre dans l'ambiance très particulière de ce livre, vous allez commencer par nous lire 2 extraits. Dans le cœur de la mère de Joachim, je ne saurais dire quel sentiment l'emporte. Entre l'orgueil d'avoir engendré un fils ambitieux, la peine de le voir partir et l'appât du gain, le jeune homme ayant promis de lui envoyer chaque mois la moitié de son salaire. Car son garçon ne veut plus veiller les bêtes, s'est lassé de ce silencieux tête-à-tête avec les brebis, et à 23 ans, ne pense plus qu'à fuir le village de Castelo Mendo. La rumeur qui a d'abord gagné l'Espagne s'étend maintenant le long de la frontière. Dans la montagne française, un chantier se prépare, historique, pharaonique. On va édifier le plus haut barrage d'Europe, inscrire la France dans la modernité, reconstruire un pays accablé par la guerre. Et pour ce faire, on a besoin de bras européens, portugais en particulier, des bras qui feront honneur à leur tradition maçonne. Et ceux de Joachim sont dorés, nerveux et forts d'avoir soulevé chaque saison meules, lauses, bottes de foin et animaux. Il ne lui faut que quelques semaines pour leur donner une nouvelle destination, les former à un nouvel art, celui de fabriquer la chaux, concasser la pierre, couler le béton, et pour apprendre quelques rudiments de français courant et de génie civil. Au printemps, Joachim quitte enfin son village amarré à la colline calcaire, parcourt en car les 1500 kilomètres qui le séparent de Sévose, découvrant à son approche l'imposant massif, une muraille naturelle qui préfigure celle qu'il est venu édifier ici. Ils sont nombreux à converger vers cet Eldorado ouvrier. 5600 employés montés de la vallée, mais aussi d'Italie, de Pologne, d'Espagne, du Portugal et d'Afrique du Nord. Attirés par la perspective d'un salaire à la mesure des conditions de travail difficiles à flanc de montagne. On a promis à Joachim des cadences élevées compensées par des heures supplémentaires bien rémunérées, la majesté des paysages et un bon lit. Et en effet, il débarque dans une cité ouvrière accueillante, alignement de préfabriqués au bardage sapin et aux volets rouges, fac-similés de chalets, une bourgade de Far West des alpages, peuplée de maçons chercheurs d'or, de coffreurs, de machinistes et de grutiers chasseurs de primes. Les travaux ont repris un rythme soutenu après les mois d'hiver et de gel qui interrompent chaque année le coulage du béton. C'est mars 51, 1 an et demi après le début du gros œuvre. On a procédé au déroquetage et à l'explosif de la partie superficielle de la roche, altérée et trop tendre. Les fondations sont achevées, les bornes de béton installées à chaque extrémité du futur barrage. Des pistes et des chemins d'accès ont été tracés, le cours d'eau dérivé, des carrières creusées, et un téléphérique de 21 km, quand la seule remontée mécanique de Sévose transporte les skieurs sur 800 mètres, a été aménagé pour charrier le ciment livré par train dans la vallée. Une prouesse technique qui fait la fierté de toute la région. De la gare au chantier, une route de câbles suspendue achemine des blondins chargés de mortiers dans un boucan continu de fer et de pneumatiques. La nuit, quand le téléporté est à l'arrêt, Joachim devine le mouvement des faucons cresserelles et des buses qui viennent se poser sur les drisses de métal, altiers, concentrés, jouissant d'une vue panoramique sur la vallée. Le chantier qu'il découvre est à la mesure de sa réputation, grouillant, monumental, cacophonique. Chaque geste y semble accompli comme un exploit, un défi lancé à la dureté de la roche et à l'immensité de l'ouvrage. On nous a annoncé un mur de 180 mètres de haut et 430 de long, une majestueuse coque de béton moulée dans la vallée.
Après une formation de quelques heures et une acclimatation d'à peine plus, Joachim est affecté à une centrale à béton, en charge du dosage et du malaxage des composants. Les premiers jours, il faut trouver sa place, évoluer au milieu du chaos des machines sous un ciel zébré de câbles, circuler entre les bétonnières, les foreuses et les grues excavatrices. Il faut s'habituer au bruit déchirant des explosions qui se répercutent en effet l'arsène alentour. Partout, on dynamite le rocher calcaire. Des tonnes de terre et de cailloux jaillissent en gerbes continues. Et Joachim comprend vite que le travail sera épuisant et dangereux. Il découvre que les accidents sont fréquents, qu'une vingtaine d'ouvriers sont déjà morts, fauchés par des rafales de roches. Le chantier est cerné de journalistes qui tiennent la chronique quotidienne du barrage, relatent les aléas et parfois les performances techniques, racontent la colère des éleveurs et aussi la satisfaction des élus locaux. Et derrière eux se tient une autre garde, celle des gendarmes, qui surveillent désormais les travaux jour et nuit. La nuit surtout. Depuis qu'une série de sabotages, incendie d'un transformateur, vol de matériel, pneus crevés et réservoirs siphonnés, a retardé la construction du barrage et perturbé la communication enthousiaste du maître d'œuvre, impuissant à convaincre les habitants du village de la pertinence de leur sacrifice. J'imagine Joachim le premier jour, posté au pied de l'édifice, peut-être stupéfait ou nerveux, le regard levé vers ce mur qui monte dans un mouvement inexorable d'ascension, mais aussi d'expansion, barrant la vallée, la biffant d'un trait de béton, obstruant le ciel et préfigurant l'engloutissement du village. Car après le mur, c'est l'eau qui montera. À ce stade du chantier, je ne saurais parler de barrage hydroélectrique de type voûte mince. Il s'agirait plutôt d'un simple mur, plugué sur la roche. Une prothèse pour la montagne, pour la renforcer, augmenter sa résistance et l'assouplir. Capturer la fermeté du béton comme sa plasticité. Un subtil transfert de qualité entre l'ouvrage d'art et le massif. Le mur se dresse comme une excroissance naturelle, fusion chromatique du ciment et de la pierre, de leurs courbes. Le paysage se lisse, la greffe a commencé. Barrage sur montagne. 3 mois passent. Joachim a forci, ses mains surtout burinées par le soleil et la poussière de ciment. Il s'y fait, à la dureté du travail et de la roche, les poumons encrassés et le dos supplicié. Le dimanche, il cuisine du porc dans le baraquement des Portugais, joue à la belote avec les Espagnols, capte la musique du pays sur son poste radiola, et s'endort chaque soir, assommé par le fracas des machines, ivre de besogne. Les fins de semaine sont parfois égayées par une virée au village, l'occasion d'envoyer un mandat à sa mère, de boire un ballon de vin blanc, et pourquoi pas de danser. Le mariage d'un de ses collègues natifs de Porto avec une fille du coin, Angélique Brax, future institutrice, a marqué les esprits, tant pour la qualité de la noce que pour l'indignation qu'elle a suscitée chez certains locaux. Non contents de défigurer la vallée, ces étrangers nous volent nos plus belles filles. Joachim s'était tenu à l'écart de la bagarre qui avait éclaté en marge de la fête et avait mollement fait la cour à une jeune éleveuse de laitière, son français rudimentaire l'ayant cantonné à quelques considérations météorologiques. Sa mère se demandera s'il s'est vu mourir, s'il a senti la coulée de béton lentement l'étouffer, pénétrer sa bouche et rigidifier sa langue, immobiliser un cri qu'il n'aura pas eu le temps d'expulser, infiltrer les narines, les yeux, chaque orifice, chaque pore, jusqu'à figer les battements du cœur lui-même, le mouvement cardiaque stoppé par le durcissement de la matière dans les veines. Son fils mort noyé sous une vague de béton. Personne n'a pu réagir. Joachim se tenait en équilibre au bord du coffrage. Le blondin au-dessus de sa tête a brutalement cédé, déversant sur lui des centaines de litres de béton liquide. Tout s'est pétrifié. L'air chargé de gouttelettes de ciment, les ouvriers paralysés par la sidération et l'effroi, et Joachim, disparu. Il n'y avait rien à faire. On ne pouvait qu'assister à la cristallisation du béton sur son corps, attendre que la matière sédimente sur sa peau. Joachim englouti par le béton comme le village le serait bientôt par l'eau une fois le barrage achevé. Joachim victime expiatoire de la catastrophe à venir, avalé par le mur. Son nom fut inscrit sur la plaque commémorative dédiée aux 52 ouvriers morts sur le chantier. Sa mère attendit plusieurs années avant de s'y recueillir, et ce n'était pas tant le nom de son fils gravé dans le marbre noir qu'elle venait découvrir que le barrage lui-même. Ce monstre de 600 000 mètres cubes de béton qui avait dévoré son enfant. Ce mur qui était aussi son tombeau.
Elle voulait l'approcher, y poser sa main, presser la paume et sentir le ciment grenu et froid, peut-être des aspérités, des traces suspectes, un relief inhabituel, une partie plus bombée qui signalerait la présence de son corps juste derrière la surface bétonnée. Il était là, quelque part. Elle se demandera dans quelle position il avait été emmuré vivant. Quel gisant ou quel petit garçon recroquevillé. Où poser son regard et un baiser sur cette muraille immense. Imaginant la main tâtonnante de cette mère, peut-être ses ongles grattant la matière dure et granuleuse, c'est à Pompéi que je pense. Au temps brisé net, au corps saisi dans la lave, figé dans un geste, un élan, un spasme, à ses membres rétractés, ses bouches ouvertes, ces êtres ensevelis avant même de mourir, encore palpitants sous l'épaisse couche de cendres, à ces vies solidifiées qui ne redeviendront jamais poussière. Alors, dans ce passage que je vais lire, vous allez entendre un mot revenir qui est le mot Voltang. Et Voltang, c'est l'entreprise dans laquelle travaille Tommy Motz, le héros de ce livre. Le brouillard appartient à la terre et à l'eau. Il monte, il ne cesse de monter, de même que monte l'affolement de Tommy qui serre les mains sur le volant, le cou rentré dans les épaules, la plante du pied suspendue au-dessus de la pédale de frein. Les écharpes vaporeuses apparues au sortir de Fossel ne forment plus qu'une crasse stagnante où il navigue à vue, où il s'enfonce, sûr d'avoir basculé du côté de l'informe et de la désolation. Son regard erre sans accrocher le moindre repère. Le paysage a disparu. La montagne s'est désintégrée, pulvérisée dans l'atmosphère en un amas de gouttelettes glacées qui dégoulinent le long des vitres et de ses tempes blêmes. La violente mélancolie qui l'a envahie au saut du lit s'est renversée au dehors. Elle a basculé de l'autre côté du pare-brise. Elle se répand dans la vallée et tout se passe comme s'il roulait au ralenti dans son propre cerveau. Au réveil, il a ouvert les rideaux avec appréhension. Même si dehors tout était à nouveau en ordre, un malaise subsistait dans la chambre. Il a sacrifié ses ablutions rituelles, la petite liturgie du soin et de l'hygiène de soi qui le tient du côté des hommes de travail, des actifs. Il a liquidé le respect qu'il portait à son propre corps pour s'arracher au plus vite. Il avait les cheveux électriques, des courbatures et de la ferraille dans la gorge. A shooté dans le plateau du petit déjeuner posé sur le seuil de sa chambre, s'est figé devant l'auréole de lait qui s'étalait sur la moquette, puis a dévalé les escaliers, tendu à l'idée de croiser cette Sophie qui se foutait bien de sa gueule et qu'il aurait volontiers secoué comme un prunier pour lui faire avouer ce qui se passait dans cet hôtel. Et voltigeant ainsi de palier en palier, mal boutonné, parasé, la bouche sale et les lacets défaits, il a couru à la voiture. La bourgade, elle aussi, lui a fait horreur. Les rues aveugles, lovées en escargot, les pavés suintants dans le jour encore pâle, il s'exhortait à fuir. « Bouge, bouge !» Et subitement, alors qu'il avait jusque-là bien encaissé le manque de nicotine, s'était désintoxiqué seul, misant sur les patchs, les gommes à mâcher et la technique Alexander, celle-ci afin de se défaire des automatismes du corps, de certains gestes indélébiles, dont précisément celui de prendre la cigarette très bas entre le majeur et l'index et de fumer en se couvrant la bouche avec la paume de la main, fébrile. On l'a vu freiner devant un bureau de tabac éclairé, monter sur le trottoir comme un petit malfrat en plein braquage et s'engouffrer à l'intérieur, saisi sur le champ par les odeurs âcres de morue séchée, de café, de charcuterie, mais ignorant les trois hommes qui fumaient dans l'arrière-boutique, jusqu'à ce que l'un d'eux se détache, massif et sombre, passe derrière le comptoir, et l'instant d'après, Tommy se rassoit au volant de la Passat, une cartouche de Marlboro sous chaque bras, et gagne le rond-point de Fossel, bientôt pris en sandwich dans le flot des camions qui redescendent dans la vallée. Puis il bifurque après plusieurs tours de piste, sans abaisser son clignotant. Une sortie, vite, vite, une sortie, n'importe laquelle. La brume boucane le dehors et la route est devenue si étroite que les branches des conifères frôlent maintenant les portières. Elles ventousent les vitres telles des griffes noires. C'est long, cette ascension, cela n'en finit pas. L'habitacle est désormais le seul îlot de réel, le dernier morceau de matière compacte, et Tommy s'y cramponne comme à la poutre d'un radeau. Il pense à la statue vaudou, se promet de ne pas jouer petit bras, de ne pas la laisser s'échapper.
De temps à autre, des sapins percent l'opacité, semblables à des ombres spectrales sur un polaroïd, des troncs gris, calibrés à l'identique, soudain très nets et vaguement hostiles. Il se penche pour fouiller le sous-bois d'un regard latéral. Donnerait beaucoup pour surprendre un chamois, un loup, une fleur écarlate, mais rien, rien. La vie se tient hors d'atteinte, insituable. La réalité s'est dissoute dans les fumigènes, et sans doute est-ce pour cela qu'il ne croit pas au troupeau de bêtes qui encerclent sa voiture, pile à l'instant où le ciel fait son comeback, pur et dur, et avec lui le drapé de la montagne et la lumière rasante du premier soleil sur l'alpage. Il est au cœur du cirque de Sévose, tel le centreur du disque sur la platine. En travers de la route, devenue ici un chemin de terre, se répand un ondoiement de laine, et la chaleur qui émane du troupeau produit une autre vapeur. Tommy se dresse sur son siège, descend la vitre. L'odeur des bêtes, leur piétinement, leur souffle, le tintement de quelques clochettes, les aboiements d'un chien, tout cela le reconnecte aussitôt à la vie chaude et bestiale, à la vie palpitante. Il tend un bras au dehors, passe une main sur les toisons, enfonce ses doigts dans la laine. Il est sauvé. Le monde est de retour. Il songe à courir se vautrer dans ce moutonnement tendre, mais une silhouette humaine vient de surgir dans le fond du paysage, un bâton à la main. Moïse, le passage de la mer Rouge, oui, d'autant que l'homme est grand et barbu, émacié, la casquette délavée, la pèlerine cirée et le jean raide de crasse. « Casse-toi !» L'homme siffle entre ses doigts et d'autres bergers apparaissent. Le troupeau à mi-cuisse, 3 types et une fille, des jeunes de même taille, la peau hâlée, les cheveux longs. Ils encerclent la voiture sans échanger un mot, puis, comme s'ils appliquaient une procédure, commencent à taper sur le capot en cadence, lèvres closes, les yeux braqués sur Tommy, piégé, ahuri. C'est quoi ce bordel ? 20 ans en guerre davantage, les faces dures, fermées, mais les corps agités, ils frappent la tôle et scandent maintenant à chaque syllabe une même accusation. Vol, tang, assassin. Vol, tang, assassin. Tommy pose une main sur la poignée, prêt à sortir, prêt à en découdre, mais le chien qui aboie derrière la porte, ses crocs humides et sa langue disproportionnée, flageolant comme une escalope, tout cela l'en dissuade. Il hésite, et l'instant suivant, Moïse vient coller son visage contre la vitre. Un visage de pèlerin magnifique, mais effrayant vu de si près, les iris transparents, le front de pierre, les dents noires. « Casse-toi, Voltang !» Le carreau se couvre de buée. Tommy recule sur son siège, mais ne démarre pas. Comment le pourrait-il sans écraser quelqu'un, une bête ? Si bien que les jeunes bergers accélèrent le rythme de leur slogan, de leurs coups, vite, de plus en plus vite, le bruit monte dans l'habitacle. « Voltang, assassin ! Voltang, assassin !» Puis, comme s'ils évoluaient dans une cérémonie, se mettent à secouer le véhicule, à le faire tanguer de plus en plus fort, peut-être pour le désembourber ou le retourner sur le toit. Tommy se retient au tableau de bord, de nouveau la boule amère, la rage, il va finir par se les faire, ces petits cons. Mais voilà qu'il se demande subitement si l'un des gars qu'il aperçoit dans le rétroviseur, celui dont la crinière de dreadlocks flotte sur les reins, ne serait pas l'ex-petit copain de sa fille, l'un de ses amoureux rencontrés au judo. Moïse a levé un bras vers le ciel et tous se sont tus. Ils ont reculé d'un pas en arrière de la voiture et le chien s'est éloigné parmi les bêtes. Tommy est alors descendu de la passate, lentement. Et quand les bergers ont vu ce type débraillé, la gueule ravagée, la polaire mal ajustée et les chevilles flottantes dans ces Timberland, ils ont froncé les yeux et se sont demandé soudain déstabilisés si c'était bien là l'incarnation de la puissance ennemie. Leur vision du capitalisme industriel relevait de quelques stéréotypes datés, relevait du cigare et de la bedaine, du costume lanvin, des grolles berloutiers et de la montre Rolex, les prédateurs ayant toujours du coffre et de la mâchoire. Jamais ils n'auraient reconnu le cadre supérieur d'une multinationale dans celui qui se trouvait devant eux. Là se tenait leur naïveté, et là se tenait ce qui a finalement permis qu'un dialogue ait lieu. Car tandis que Tommy s'allumait une Marlboro, Moïse, lui, s'est roulé une clope sur le capot de la bagnole, puis a donné un coup de langue sur sa feuille de riz Lacroix après avoir tiré une première taffe et déclaré radouci « Tu n'es pas le bienvenu ici, Voltang, et je vais te dire pourquoi.
D'un bond léger, il a grimpé sur un rocher comme on monte sur une estrade de campagne. Le troupeau et les bergers ont lentement convergé à ses pieds, et sachant que tous le suivaient des yeux et que la montagne exauçait sa parole, il a proclamé « Tu as détruit notre vallée, Voltang. Tu es venu ici en colon, en occupant, et tu as noyé nos maisons, nos granges, nos tombes. Tu as électrifié le fond de la bouillasse pour les citadins, pour qu'ils puissent faire tourner les sèche-linges. Tu as raquetté les sols et coulé des tonnes de béton pour ériger un mur sur la rivière, ce mur hideux du progrès. Et à présent, tu oses venir parader sur les hautes terres. » Effaré, Tommy a croisé les bras, manière d'afficher sa patience, de manifester qu'il attendait que ça se passe. A fumé sa clope, les fesses écrasées contre la portière, les lacets, le regard baissé sur les moutons qui broutaient ses lacets. Moïse discourait, les yeux tournés vers le ciel, une figuration de la ferveur dans une peinture d'église, la voix grasseillante. « Tu es de ceux qui ont tout salopé, Voltang, de ceux qui ont tout rançonné. Tu es de cette génération qui ne laisse en héritage qu'une catastrophe. » Tommy se savait trop épuisé pour débattre sans s'énerver et ressassait en lui-même quelques arguments appris dans un séminaire de formation. Voltang a fait de ta cuvette arriérée un lieu de bien-être et de civilisation, a utilisé la force de l'eau pour produire une énergie neuve et gratuite, a enrayé l'émigration des hommes durant l'hiver, a permis que les enfants partent faire des études, la douche chaude et l'éclairage public. Quand Moïse a soudain élevé la voix, « Vois-tu, Voltang, nous sommes les derniers bergers, les herbaciers, les nomades d'altitude. Nous réactivons de vieilles routes de transhumance. Nous suivons les sentiers forestiers, les pistes, le cours des torrents glacés. Nous avons fui le pays corrompu pour vivre au pays sauvage, et nous sommes libres. » Puis pour conclure, sans doute, il a hurlé « People under no king ». Et Tommy se souvient sur le chant de Stanislas, le groupe de punk rock de ses années de fac à Nancy, et de ce cri poussé en ouverture de chaque concert annonçant le partage de la fosse en deux camps qui bientôt se précipiteraient l'un sur l'autre et progoteraient. Il aurait aimé s'attarder sur ce souvenir, mais les autres bergers répondent tous par ce même cri de guerre, et Tommy se décide à filer, s'apprête à ouvrir la portière, quand le garçon au dreadlock fait un pas vers lui, grave et plein de sollicitude. « T'as pas l'air bien, vieux. Viens avec nous. » Les mêmes yeux verts d'eau que l'ex-petit copain de sa fille, ce petit salaud pour qui elle avait rampé plus bas que terre, et sec, noueux lui aussi, vêtu d'un marcel blanc et d'un froc militaire, des colliers de graines autour du cou, un bandana de pirate, et cette peau nue hâlée dans le froid matinal. Tommy chuchote « C'est toi, Malek ?» et se précipite sur lui, le front baissé et le torse très en avant. Mais le jeune type aux dreadlocks pousse un yodel tyrolien, puis s'éloigne en sautant par-dessus les bêtes, saute-mouton précisément. Le troupeau le suit dans un ébranlement de débâcle. 200 moutons pressés les uns contre les autres, avalés lentement dans un pli du paysage. Le silence se reforme dans l'instant. Un silence absolu, un silence fou, antédiluvien. Rien n'a jamais eu lieu ici. Aucune rencontre, aucune parole humaine, aucun cri de bête. Debout devant sa voiture, interdit, le regard perdu sur les volutes graphite que dessine ce mot, Voltang, sur sa portière. Tommy ne voit pas revenir le brouillard, le crachin, la neige, le grand voile qui soudain retombe sur sa conscience, et sa pommette heurte le sol de la montagne. Merci beaucoup pour ces lectures. Pour commencer, une question très simple. Comment est né ce projet si particulier donc d'écriture à quatre mains? Qu'est-ce qui était premier? Est-ce que c'était l'envie d'écrire ensemble ou bien l'envie d'écrire sur ce lieu, sur cette histoire? Alors, on avait déjà eu des expériences d'écriture à quatre mains, mais de manière plus diffuse. On avait dirigé ensemble un ouvrage collectif qui s'appelait Femmes et Sport, pour lequel on avait eu déjà l'occasion d'écrire vraiment à quatre mains en étant toutes les deux devant l'ordinateur, mais un texte introductif assez court. Et puis on a écrit aussi
un long texte pour la revue en ligne AOC sur l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, pour lequel on avait fait le déplacement, le voyage toutes les deux, et donc on avait produit ce texte, et on avait envie de continuer cette expérience d'écriture commune. Je pense qu'il nous trottait dans un coin de la tête depuis assez longtemps, parce qu'on a une pratique, on se lit beaucoup l'une et l'autre, on parle beaucoup de littérature ensemble, il y a une attention commune et une connaissance commune du travail de l'autre, qui indexé à l'amitié que nous partageons, presque mène naturellement à un moment à ce désir-là. Et puis il se trouve qu'après ce voyage à Saint-Alban, on avait discuté d'une série possible sur des lieux et des espaces, parce qu'on a ça en commun, entre autres, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, cet intérêt pour les espaces. Et donc plusieurs possibilités comme ça de textes sont nés, et plusieurs lieux à investir. Et dans cette liste, il y avait donc le barrage de Tignes, le village de Tignes, qui a inspiré Sévoz. Et puis après, je vais laisser Maëlys continuer. Il y a aussi l'histoire d'un culte, l'éditeur. Alors, simplement, oui, vous avez précisé, c'est effectivement une histoire inspirée d'une histoire vraie, donc celle de ce village de Tignes qui a été englouti pour ériger ce barrage. C'est une histoire que vous connaissiez déjà avant d'écrire ce texte, ou c'est en allant sur le lieu que vous l'avez découverte? Comment c'est? Non, on la connaissait précisément quand on a réfléchi à cette série sur des lieux qu'on aurait aimé pouvoir écrire ensemble. Enfin, on souhaitait produire une autre géographie, et on était vraiment sur le domaine français, et investir des lieux comme ça. Et on connaissait cette histoire de Tignes, et c'est vrai que c'est un motif extrêmement puissant, ce motif du village englouti. Ça n'est pas le seul, par ailleurs. Il y a eu énormément d'engloutissements de hameaux ou de grandes fermes, et aussi d'autres villages au sortir de la guerre, quand durant les années 50 la France s'est beaucoup couverte de barrages, avec de barrages électriques, dans un espèce de grand mouvement comme ça d'aménagement de territoire, qui regardait vers le progrès et tout ça. Donc on connaissait déjà cette histoire. Ce qui s'est passé, pour reprendre la question précédente, c'est que en fait, il y a eu aussi quand même une conjoncture, c'est-à-dire qu'en fait, on était chacune aussi dans nos livres, et puis à un moment, il y a eu quand même une sollicitation d'un culte, et c'est pas anodin qu'en fait que le livre se soit écrit en fait dans cette maison d'édition, parce qu'en fait, cette maison d'édition, elle est née d'un collectif auquel on est liés l'une et l'autre, et plus que par ce lien, j'allais dire, biographique avec un culte, pour moi, c'est aussi qu'il y a chez un culte une tradition du livre collectif. Il y a eu le livre d'Oliver Roé, de Jérôme Ferrari. L'an dernier, il y a eu un livre écrit par Mathieu Larnaudy, Arnaud Bertina et Oliver Roé encore. Enfin, vous voyez, il y a des livres collectifs qui s'écrivent là. Et cette idée aussi... alors nous, je pense qu'on fait un autre pas, qui est d'écrire une fiction à deux, c'est-à-dire que les livres qui ont été écrits, les livres collectifs chez un culte, ne sont pas des fictions, sont plutôt des essais ou des enquêtes, même si la langue est littéraire et regarde parfois vers un imaginaire fictionnel. Ça reste, ce ne sont pas du tout des romans. Nous, on s'est quand même donné comme projet d'écrire un roman, ce qui pour nous était un enjeu, un objectif, un plaisir, un défi supplémentaire, parce qu'évidemment, la question de la langue, elle est immédiatement devant, et la question de l'imaginaire. Et donc ça a pu avoir lieu aussi dans cette maison d'édition qui a cette tradition-là, et qui surtout... essaye aussi de déstabiliser, en tout cas de repenser le statut de l'auteur tout puissant devant son texte, etc. Et c'est reconfiguré. On a tous écrit un livre qui s'appelait Une chic fille en 2007. C'est un livre qu'on a écrit. C'était sur cette... non, c'était le livre sur cette playmate américaine. Ouais. J'ai oublié son nom. Voilà, Anna Nicole Smith. Et en fait, là, on ne signait pas les textes. C'était vraiment écrit par le collectif. Et bon, c'est aussi un autre biais pour attraper la pratique littéraire, la pratique de l'écriture. Et
voilà, donc ça a été aussi important. Et il s'est trouvé que Joy venait de publier À la folie. Moi, j'avais rendu le manuscrit de Canoë et qu'on a pu l'écrire. Et on voit bien quand même la dimension éminemment romanesque de cette histoire de village englouti. On pense tout de suite à l'Atlantide, enfin énormément de mythes qui surviennent tout de suite. Qu'est-ce qui, vous, en tant que romancière, vous a accroché, a retenu votre attention ? Alors, je commence à répondre et puis après, de toute façon, je pense que déjà, c'est vrai ce que vous avez dit au début, on partage quand même... On a des convergences très fortes. D'ailleurs, ce livre, quand je le regarde, je trouve qu'il est un point de convergence de nos deux travaux, enfin de nos deux travails. C'est-à-dire, il y a d'abord cet intérêt pour la saisie des lieux. Et des lieux qui sont pas, dont on n'est pas séparé, mais où on pense c'est la question de l'habitation. C'est-à-dire comment est-ce que on les incorpore, comment est-ce qu'on va se fondre en eux, comment est-ce on se les approprie, et quelle langue pour dire ce rapport à l'espace, qui est un rapport aussi à la langue, à la description, qui est aussi quelque chose qui mobilise et qui marque un peu nos livres, cette espèce d'allant vers la description, l'énergie à décrire, c'est quelque chose qu'on partage. Mais il y a quelque chose vraiment de très intense qui est peut-être d'abord la question des espaces, la question d'une littérature aussi de l'exploration, où l'espace justement se ressaisit par le biais des sens, d'une expérience sensorielle, physique. Donc tout ça, c'était quand même déjà des choses que Joy avait pu explorer justement dans Gare du Nord, vraiment, comme vous l'avez dit, mais voilà, par exemple, exemplairement dans À la folie, le dernier livre, qui est un peu un modèle de ça. Comment on habite un lieu, qu'est-ce qu'on y entend, comment on y parle, comment ça s'écrit en fait un espace, et ça par exemple c'est quelque chose qui nous tient l'une et l'autre et sur lequel on réfléchit pas mal. Donc déjà il y avait ça comme motif d'inspiration, et ce lieu c'est aussi évidemment voilà, c'est un espace aussi intense, c'est aussi un rapport à l'histoire, un rapport à l'enquête, un rapport à la documentation, et c'est des choses aussi qu'on partage. Oui, d'ailleurs, vous êtes allé sur place pour écrire ce livre. Vous avez besoin d'être sur les lieux pour vous les approprier. Oui, l'écriture du livre, elle procède d'abord vraiment de ce petit voyage qu'on a fait sur place, parce que d'abord, il fallait un point de départ finalement à l'écriture, et c'est difficile de se mettre à écrire, et moi j'ai le sentiment qu'à deux c'est peut-être encore plus difficile. C'est-à-dire comment on fait, on se met devant l'ordinateur toutes les deux, et comment on commence cette première phrase. Alors, de fait, on a écrit tout le début vraiment toutes les deux devant l'ordinateur, donc on s'est posé ces questions, mais on avait besoin quand même d'une espèce d'assise, de planche d'appel, d'expérience commune précisément. On en avait d'autant plus besoin, comme le dit Maëlys, le défi c'était d'écrire une fiction, c'est-à-dire de produire un imaginaire qui soit la convergence de nos deux imaginaires. Et donc et ça, quand on y pense, c'est assez abstrait d'une certaine façon. Comment est-ce que nos deux imaginations vont à un moment en créer une troisième? Et donc cette espèce de chose très concrète qui est d'aller sur place et de faire ensemble l'expérience du voyage, c'est-à-dire de prendre un train, une voiture, de passer 3 nuits dans un petit hôtel qui ressemble beaucoup à celui du livre, un hôtel assez étrange où les choses... D'ailleurs, l'environnement nous paraissait un peu déréglé dans cet hôtel, et ça a tout à fait influencé l'atmosphère du livre. Et puis il y a un petit côté Shining, là, voilà. Cet hôtel perdu. Et en plus, c'était pendant le Covid, donc il y avait ces ambiances très bizarres de solitude, de désertion. Et puis on est monté voir ce lac, et on était toutes les deux assez saisies par la couleur de l'eau, la matière de cette eau comme ça, un peu épaisse, un peu sirupeuse, qu'on décrit assez longuement dans le livre, par cette espèce de cirque montagneux. Et on a un peu erré d'ailleurs comme Tommy, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment de plan de route. On était avec la voiture, et puis on se baladait comme ça, et on commençait un peu à délirer ensemble sur place, à délirer cela. Vous parliez, comment ça se passait justement, ce délire commun? Oui, on se parlait. On se parle tout le temps en général, mais
On se parlait, oui, parce que chacune exprimait aussi ses sensations devant les lieux, et puis on a commencé à imaginer un personnage qui porterait l'histoire. Donc on a commencé à délirer sur ce Tommy Motts, à délirer quand on était dans cette petite chambre d'hôtel. Donc voilà, ce voyage, il était primordial pour que pour qu'un socle commun soit là, et puis et qu'un délire commun soit là, parce que, comme disait Maëlys, on est toutes les deux une écriture qui s'appuie beaucoup sur l'expérience sensorielle, et donc de faire cette expérience des sens ensemble, de l'altitude, des couleurs, des sons, des odeurs, des lumières, permettait qu'on s'y mette après, une fois redescendu. Ouais. Parce que l'idée, c'était que, évidemment, ce livre, on ne l'aurait pas écrit l'une sans l'autre, enfin. C'est-à-dire que, en tout cas, pas celui-là. Alors, ça c'est intéressant, c'est-à-dire, surtout sur le plan de la fiction, il y a cette idée d'une troisième créature qui soit pas non plus forcément la somme de nous deux d'ailleurs, hein, mais il y a évidemment du retrait, hein, il n'y a pas que de l'addition, hein, il y a aussi de la soustraction, des choses qui ne se retrouvent pas dans ce texte, de l'une et de l'autre. Et alors ça, c'était intéressant, et je pense que la question de cette expérience des lieux qu'on a faite en commun, elle a permis quand même l'éclosion d'un premier récit, en fait, d'un premier récit qui est ce qu'on a vu, ce qu'on a pensé, mais t'as vu ça, c'était quand même bizarre, etc. Et ce premier récit, c'est un peu le socle du livre. Et ce premier récit, on l'a eu quand on est rentré de Sévose, on l'avait, enfin quand on est rentré de Tignes, on l'avait d'une certaine manière. Et la question de la formation d'un imaginaire commun qui ne relève ni de l'une, ni de l'autre, ni de la somme de nous deux, c'était évidemment l'aspect le plus désirable de ce projet. Est-ce que de nous deux, il peut y avoir un livre qui émerge, une langue, et un livre qui se lise vraiment comme étant l'émanation d'une écriture commune. Alors ça, pour cela, c'est vrai qu'il a fallu quand même en passer par ce voyage. Au-delà du plaisir qu'on a eu à le faire ensemble, je pense qu'on n'aurait pas pu écrire le livre sans cette expérience-là. Alors peut-être pour que tout le monde comprenne bien, il faut peut-être dire comment est structuré le livre. En fait, il y a une alternance de chapitres. Certains sont écrits en noir, d'autres en bleu. Ceux qui sont écrits en noir racontent donc la mission de ce fameux Tommy, qui est un ingénieur qui est envoyé dans le village de Sévose pour vérifier les installations du barrage. Et les passages écrits en bleu racontent donc ce qui s'est passé dans les années 50, comment le village a été démantelé. Il y a ces scènes, moi, que je trouve absolument magnifiques du cimetière. Il y a même le cimetière est déplacé, donc il y a des exhumations. Enfin, il y a vraiment une dimension de profanation, de sacrilège, hein, sur cette terre. Donc on alterne, voilà, entre le passé et le présent. Il y a une narration au jeu et puis une narration plus voilà, sur Tommy. Donc on pourrait bêtement penser, c'est facile vu qu'il y a cette partition de chapitres en noir et bleu, que l'une a pris les chapitres en noir, mais j'imagine que c'est pas si simple. Pas du tout. Non, mais parce que précisément, ça n'aurait pas eu d'intérêt de se séparer à ce point dans l'écriture du livre. Ce que j'ajouterais juste, c'est que y a cette espèce d'axe, je dirais, horizontal qui est l'aventure de Tommy Motts. Voilà, sa déambulation, ses errances, ce qu'il vit pendant ces 3 jours à Sévose. Et là, donc, on est à la 3e personne. Hein, donc moi, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Hein, voilà ce que fait Tommy, on le suit, qui il rencontre et ça. Et puis, pour parler de ces retours, donc qu'on a figuré en bleu dans le texte, on parlait de couler, c'est-à-dire c'est beaucoup plus un axe d'une verticalité, et comment à un moment, justement, l'histoire, le temps, s'effondre dans le texte comme une avalanche, comme ça ferait une coulée de neige, de roche, de matière. Et qu'est-ce que ça raconte ? Et ces passages-là, sont écrits à la première personne du singulier. Donc il y avait l'idée quand même d'un carroyage horizontal et vertical, vous voyez, d'une architecture quand même assez précise qu'on donnait au livre, qui déjà s'intéresse à un objet d'architecture. Évidemment, on voulait aussi répliquer ce motif du barrage, lui donner dans notre travail sa dimension d'architecture. Et ça a été aussi, néanmoins, évidemment, une façon de nous partager le travail.
Vous voulez ajouter quelque chose sur cette répartition, non pas des tâches, mais de l'écriture entre cette narration à la troisième personne et puis cette narration à la première personne? On peut expliquer un petit peu la cuisine interne, enfin la fabrication, parce que c'est vrai que ce qui est, je pense, intéressant aussi dans ce livre, c'est précisément les processus de fabrication, parce que comment est-ce qu'on écrit à quatre mains. Donc, pour être très descriptive, on a fait en fait un synopsis très détaillé selon le principe que vient d'expliquer Maëlys, avec donc cette horizontalité du présent, cette verticalité, ces piliers du barrage qui sont les piliers du passé, hein, ce béton coulé. Donc on avait déjà, la forme est très, très tenue et très structurée, parce que justement comme on était deux, il fallait qu'on ait un cadre qui nous tienne. Donc il y avait d'abord ce principe-là. À l'intérieur de ce principe, on a donc déplié un synopsis assez détaillé. Et il y a une autre forme de binarité aussi dans le présent, c'est-à-dire qu'il y a les jours et les nuits de Tommy, et qu'on fonctionne à chaque fois comme ça par couple entre les jours et les nuits de Tommy. Et à l'intérieur de la nuit, les nuits sont biphasées, donc elles sont elles aussi. Donc il y a du binaire à peu près partout. Et on a fait ce synopsis détaillé. Et puis là, on s'est partagé les séquences, mais évidemment, chacune a écrit à la fois au présent et au passé. L'idée, c'était d'intervenir partout. On a, comme je disais tout à l'heure, on a écrit le début et la fin vraiment ensemble dans cette espèce de geste, pour le coup, assez expérimental. Hein. C'est un peu comme une espèce de performance d'écriture. On est vraiment toutes les deux devant l'ordinateur à régler la phrase ensemble, à régler la place de la virgule ensemble, le rythme, le souffle, chose qui peut pas se faire sur la totalité du livre. Et puis après, chacune donc écrivait, mais écrivait, si je puis dire, sous le regard de l'autre, un regard bienveillant et attentif, mais on se faisait donc lire évidemment nos passages, et puis on en discutait après ensemble, et on pouvait reprendre ensemble certaines choses. Donc chacune, à la fois on a écrit seule, à deux, et aussi d'une manière en duo, si je puis dire, parce que chacune intervenait d'une certaine façon voilà, sur les textes de l'autre. Il y avait plein de moments où on était évidemment seuls devant nos ordinateurs, mais tout a été passé au tamis de notre association, aussi pour donner une cohérence d'ensemble, et puis pour essayer de construire cette langue. Maëlys parlait tout à l'heure d'un troisième imaginaire, et un livre qui n'aurait pas été le sien, qui n'aurait pas été le mien, et il fallait aussi une langue qui n'est pas tout à fait la sienne, qui n'est pas tout à fait la mienne, mais voilà, qui coule de notre association dans ce livre. Et justement, est-ce que vous avez été surprise par cette langue qui a surgi de votre association, par ce troisième imaginaire qui a vu le jour en écrivant à deux? Est-ce que vous attendiez à ce que ça prenne cette forme, cette couleur, ou est-ce que vous avez eu des moments comme ça d'étonnement face à l'écriture? Alors oui, moi je pense qu'on a été toujours dans un espèce d'étonnement, mais c'était plutôt l'étonnement d'abord qui était lié à l'attente du texte de l'autre, parce qu'on avait un peu comme un espèce de plan de travail, donc on se disait, voilà, ce serait bien qu'à telle période, on puisse faire lire ça et ça pour pouvoir avancer. Et c'est vrai qu'il y avait un espèce d'étonnement dans la surprise du texte de l'autre, parce qu'en fait, ce texte, il était attendu, au sens où, d'après le synopsis, on connaissait le réglage du contenu, c'est-à-dire, voilà, toi tu vas faire donc la coulée de Joachim, etc., ou la coulée de l'évacuation du cimetière, des choses comme ça. Donc on voyait quel était le sujet, le contenu nous était connu d'une certaine manière. En revanche, évidemment, c'est ce qu'on se disait, tout ce qui est attendu se manifeste souvent de manière totalement inattendue, et il y avait un inattendu total quand on recevait les textes. Donc il y avait quand même de la surprise, il y avait quand même de l'étonnement, et ça a été pour moi un des moteurs du plaisir, en fait, de ce travail commun. Après, je n'ai pas été très sensible à cette histoire de langue, c'est-à-dire enfin, au sens où, dans le sens où vous l'employez, c'est-à-dire
d'assister à l'émergence de cette langue. En fait, moi, j'en ai pas eu conscience de manière très claire. C'est peut-être à la fin du livre, et puis les premiers lecteurs, voilà, qui revenaient en disant on voit pas qui, voilà, il y a quelque chose, on pourrait pas dire avec certitude. Alors ça peut se deviner, on peut jouer qui a fait quoi, etc. Et ça, c'était quelque chose d'assez fort, de voir qu'on avait pu produire quelque chose qui nous rendait aussi, qui nous faisait à la fois disparaître aussi, comme vous voyez, il y avait qui vous engloutissait. Ouais, qui nous engloutissait, ou en tout cas, qui nous éclairait différemment. Enfin, moi, je trouve qu'il y avait cette idée que on pouvait aussi disparaître dans cette association. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez fort. Mais je ne sais pas ce que tu veux dire, toi, sur cette troisième langue. Est-ce que toi, t'en avais conscience, ou est-ce que c'est plutôt à la fin que tu... Non, mais moi, quand je disais tout à l'heure qu'on écrivait un peu sous le regard de l'autre, mais on n'est peut-être pas tout à fait dans le même sentiment de ce point de vue-là. Moi, j'avais l'impression déjà d'écrire pas tout à fait comme si j'avais écrit seul un roman, voilà, que je ferais de mon côté. C'est-à-dire que quand j'écrivais, je savais que Maëlys allait le lire immédiatement. Alors pas au sens où c'est une espèce de conscience supérieure ou de censure et qu'il fallait qu'elle valide, c'est pas du tout ça. Mais j'avais l'idée quand même que même s'il y a du commun dans nos langues, il y a aussi des différences. Et j'avais le désir, c'était ce qui m'intéressait aussi dans ce projet, d'essayer de faire une espèce de pas vers la langue de Maëlys. Alors, il ne s'agissait pas de la singer, mais j'avais sa musique quand même un peu en tête, et j'écrivais en pensant à la musique de sa langue, et donc en n'étant pas justement toute seule à écrire. Et que même quand j'écrivais mes parties, moi seule, j'écrivais avec Maëlys quand même, même si elle n'était pas avec moi devant l'ordinateur. Et donc, je voyais bien que j'infléchissais un petit peu ma façon de faire. Alors, c'est assez marginal, évidemment. Hein. C'est pas un geste tout à fait radical qui serait en plus de la dénaturation ou une espèce de parodie de la langue de l'autre. Mais voilà, j'avais ça en tête tout le temps. Et c'est une des choses qui m'a vraiment intéressée dans l'exercice, précisément. Oui, la métaphore musicale, elle est intéressante parce qu'il y a effectivement cette recherche d'harmonisation de voix, et ça passe très très bien dans le livre. Effectivement, ça coule, pour reprendre cette idée de couler. C'est un livre qui a aussi énormément de strates. Alors, il est très court, très dense, très compact, et il y a notamment une dimension très politique, écologique, puisque derrière, c'est aussi toute la violence faite à la nature, faite à un lieu, faite aux habitants de ce lieu, qu'on a donc déplacé pour pouvoir ériger ce monstre de béton. Et puis il y a une dimension sociale. On l'a vu avec le passage que vous avez lu sur tous ces ouvriers qui sont venus de différents pays d'Europe pour participer à ce chantier. Comment vous avez articulé toutes ces strates, justement? Et puis, est-ce que vous avez dû faire un énorme travail de documentation pour vous replonger dans cette histoire? Comment vous avez articulé toutes ces dimensions-là, qui permettent d'en faire naître une autre sur laquelle on reviendra après, qui est cette dimension fantastique qui est passionnante? Alors, on a fait quand même un travail de documentation, je dirais pas du tout un travail d'enquête, hein, parce que pour le coup, quand on était sur place, on a quand même rencontré quelques personnes, on essayait de nouer des discussions, mais on n'était pas du tout dans un dispositif d'enquête, mais beaucoup plus de glanage. Hein. On recueillait des choses. Et c'est vrai qu'on s'est intéressé immédiatement quand même à ce barrage-là comme étant comme résorbant aussi tout ce mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure, tout ce mouvement qui est vraiment de l'après-guerre en France, où la France se couvre de barrages, et c'est fou ce qui s'est passé en fait. Et Tignes, c'est peut-être l'histoire la plus documentée, parce que pour le coup, il y a eu une résistance du village, une résistance importante. Il y a eu une façon aussi d'arriver à intéresser la presse, hein, quand on regarde les couvertures, je sais pas, de Paris Match, etc. C'est vraiment le martyre de Tignes, la souffrance de Tignes. Donc, et puis, avec ce qui est appuyé, c'est la question de la décentralisation. Enfin, à l'époque, pour le coup, le fait que
tout soit extrêmement décidé depuis Paris. Donc, au contraire, ça redessine une France voilà, où le sort de cette population, le sort de ce village s'est décidé depuis Paris. Et il y a une violence qui était liée à ça. Donc ça quand même, ces documents, on les trouve, on les lit, il y a des témoignages, il y a aussi des témoignages audio. Et ça, c'est très... Pour le coup, c'est... Bon... moi, c'est beaucoup ce que... Je pense qu'on est toutes les deux quand même aussi des auteurs qui ont à voir avec la question du matériau en littérature. Pas au sens justement où il faut faire des tonnes de recherches pour écrire, mais au sens où le livre conduit vers une forme de matériau. C'est-à-dire que le roman va inventer son propre matériau documentaire. C'est justement pas... il faut absolument penser à écrire ça. C'est l'idée que la manipulation de la documentation va déclencher des sorties vers la fiction, des sorties vers l'imaginaire, et que finalement le roman est conduit aussi comme ça. Et ça a été très important. Alors il y avait toute cette... à l'époque, la question écologique, elle n'est pas du tout posée. Hein. On est vraiment dans l'idée du progrès, tout simplement, quelque chose de très massif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une lecture totalement différente de ce qui a eu lieu. Et voilà, ça ce livre témoigne aussi de la venue de l'Anthropocène, du fait que la réflexion a totalement changé. Et comme Joy le dit, il y a eu aussi l'idée que ces énormes ouvrages si massifs, si déraisonnables, ne pourraient pas susciter aujourd'hui la fierté, mais au contraire sont immédiatement envisagés comme étant potentiellement des menaces, et en tout cas instaure une forme d'inquiétude. Un mur d'une telle taille plugué sur la montagne, aujourd'hui, ça serait plus possible, en tout cas, de s'en extasier, hormis dans les pays autoritaires. D'ailleurs, ce mur, à plusieurs reprises, il est comparé à celui de la série Game of Thrones. Je ne sais pas si vous voyez ce grand mur de glace infranchissable. Donc là, on voit bien la dimension très, très inquiétante. Et d'ailleurs, ce côté menaçant, il plane sur tout le livre, notamment à travers l'expérience de Tommy. Et de plus en plus, le livre bascule dans aussi un peu dans le thriller, dans le fantastique. Il y a un côté Twin Peaks dans cette ville ce village de montagne. Il y a des scènes aussi, moi, qui m'ont fait penser à Edgar Allan Poe. Comment vous avez dévié comme ça vers le fantastique? Comment s'est fait cette bifurcation? Je pense que ça s'est fait par plusieurs canaux, si on peut dire. D'abord, il y a cette expérience du paysage dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on est arrivé avec Maëlys devant ce lac qui a une couleur insensée, enfin, on voit c'est comme une eau chimique. Enfin, elle est turquoise, elle est épaisse, les ombres se reflètent pas. On a l'impression que si on plonge dedans, on va rebondir. Enfin, il y a quelque chose de très très étrange déjà dans l'expérience visuelle. Hein, quand on est arrivé, on a déjà été saisi par ça. Je pense que ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que on a laissé mûrir en nous une image étrange, c'est-à-dire que le paysage lui-même nous fait basculer en fait dans cette sensation. Après, je parlais tout à l'heure c'est très bête, hein, mais je disais qu'on était allé dans ce petit hôtel pendant le confinement, et donc on a tous en tête ces images de lieux désertés pendant le confinement. Donc il y avait aussi cette solitude très très étrange, avec quand même la tenancière de l'hôtel qui continue à se comporter comme s'il y avait du monde et que la vie continue. Donc il y a une espèce de dissonance là. Tout ça nous mettait dans une espèce d'atmosphère un peu c'est pas tout à fait du fantastique, c'est de la dissonance, c'est du trouble, c'est un léger décalage. Et puis je pense aussi que enfin, en tout cas en ce qui me concerne, écrivant justement ce texte avec Maëlys, donc dans cette espèce d'exception et de voie de traverse, j'avais envie d'expérimenter des choses que je me permets pas sinon et qui sont pas du tout mon terrain d'habitude, justement le fantastique. Et il y avait quelque chose d'un peu
périlleux aussi, un peu casse-gueule, et d'y aller à deux, je me sentais plus assurée, quoi. Je me disais, bah, si on se vautre, on se vautre à deux, quoi. Donc c'est moins honteux, et puis je pourrais toujours rejeter la faute. Donc non, mais je pense que moi j'étais contente de pouvoir prendre ces espèces de minuscules risques à l'échelle de mon travail d'auteur avec Maëlys, et voilà, c'était un lieu pour essayer des choses aussi, ce livre. Donc et puis par ailleurs, cette histoire de village englouti réveille des images de morts vivants, d'apocalypse. Voilà, on est arrivé devant ce lac et on savait qu'en dessous il y avait les ruines d'un village englouti. Ça vous met quand même dans une guise un peu paranormale. Oui, c'est vraiment important ce dernier aspect, c'est-à-dire quand on est arrivé, oui, on savait qu'il y avait quand même un village au fond du lac. Alors ça, vous voyez, il y a immédiatement quand même quelque chose, une vibration spectrale qui regarde vers les circulations des fantômes, une réalité qui se trouble, quelque chose de perturbé. Et ça, par exemple, c'était tout de suite, c'était vraiment les premières heures même à Tignes, quand on se rendait compte que les ombres sur le lac n'étaient pas du tout raccordées en fait à ce qu'elles auraient dû être, compte tenu du fait que voilà, le relief des montagnes qui l'entourent était totalement dissonant, enfin ne se raccordait pas, en tout cas sur la surface. On se disait, c'est quand même bizarre, mais est-ce que ce sont les ombres qui viennent du fond? Est-ce que cette opacité, ces taches, elles émanent vraiment du fond du lac? Voyez, alors après, il y a aussi tout ce qu'il y a au fond, cette idée de fond. Le fond des choses, c'est quoi ce qu'il y a au fond, hein, le fond d'un lac, le fond de notre conscience, le fond de la mémoire. C'est quand même aussi voilà, l'idée on ouvre là aussi des pistes. Oui, parce qu'il y a une dimension aussi un peu psychanalytique, dans la mesure où Tommy se réveille chaque nuit et il note ses rêves. Donc ses rêves, ouais, il y a cette dimension-là. Et c'est vrai que à la fois, c'est un livre où le héros est un ingénieur extrêmement rationnel. C'est pas du tout. C'est quelqu'un qui vient vérifier les installations d'un barrage parce que la concession de ce barrage s'achève. Donc, on va voir si un peu tout est en ordre. Alors, il a ce rapport au rêve, il a cette statue cette statue vaudou qu'il convoite et qu'il essaye d'acheter aux enchères sur un site d'enchères. Il a ce sommeil biphasé, un peu comme un homme de l'ère pré-capitaliste. Hein. On s'est passionné pour le livre de Roger Erkich, hein, l'historien qui a démontré que avant l'ère industrielle, le sommeil humain était donc biphasé. Il y avait une période de veille au milieu de la nuit où on se parlait, on pouvait méditer, aller voir ses voisins, faire l'amour. Enfin, en tout cas, il y avait toute une vie au milieu de la nuit. Donc en fait, ce personnage qui est très rationnel, il est aussi traversé par des choses qui sont plus singulières, en tout cas. Il a des visions, il y a un moment, il y a un tube de Lexomil parce que voilà, il y a des petites choses comme ça qui montrent que ce personnage n'est pas notamment d'un bloc et que la rationalité de l'ingénieur, c'est aussi un stéréotype que l'on peut abîmer, enfin en tout cas perturber, pas forcément abîmer, mais troubler. Mais je trouvais que le rapport au fantastique, il est quand même extrêmement porté par lui aussi. Ça n'est pas que le village. Et que cet homme, il reçoit la vibration étrange de ce lac et de cet environnement, et lui-même se met aussi à vaciller. La vie lui échappe sans arrêt, il n'arrive pas à rentrer en contact avec ce qui serait la réalité. Or, le fond d'un lac, on sait tous que c'est voilà, le socle au fond du lac, c'est aussi ce qui est, c'est-à-dire c'est vraiment la réalité. On peut le sonder, ce fond de ce lac. Donc c'était intéressant d'articuler quelque chose de très historique, très matériel, et puis voilà, c'est cette guise beaucoup plus spectrale, en tout cas
le paranormal dont parlait Joy. Oui, presque surnaturel, comme si c'était le lieu qui se vengeait des décennies plus tard, en se manifestant de façon très inquiétante, très étrange. Ce qui est remarquable aussi, et dont on a beaucoup parlé, enfin on a pas mal parlé du travail sur la langue, et ce qui est toujours fascinant chez l'une comme chez l'autre, c'est la façon dont vous appropriez tout un vocabulaire technique pour en faire une langue vraiment littéraire. Et là, on retrouve ça. Évidemment, il y a toute des descriptions de la façon dont le barrage a été fabriqué, les pylônes, l'acier, les matières. Et c'est comme si vos mots, votre langue, elle se paraît de cette même matière. Je ne dis pas que c'est une langue de béton, mais il y a quelque chose comme ça de très solide, de très matériel. Est-ce que ça, et on sent que vous prenez un plaisir à jouer avec ce vocabulaire, et c'est quelque chose que vous avez en commun, cet amour pour le vocabulaire technique. C'est vrai qu'il y a un de nos points communs là dans ce livre, c'est vraiment l'amour du BTP. Et voilà, Maëlys l'a prouvé par exemple dans un livre qui s'appelle Naissance d'un pont. Moi j'ai fait un livre sur l'habitat et la construction qui s'appelle Gros œuvres, un recueil de nouvelles. Et c'est vrai que bon bah là on a cette espèce de libido commune pour la langue technique, la langue des grands chantiers. Alors, pas seulement parce qu'il y a une poétique particulière de ce vocabulaire technique, cette espèce de langue justement un peu délaissée, un peu oubliée, qu'on viendrait revitaliser, à qui on donnerait un nouveau destin finalement dans la littérature, mais parce que aussi il y a quelque chose d'épique dans cette langue. Hein. Je disais, c'est la langue du BTP, c'est la langue des grandes constructions, des grands travaux, des grands projets humains. C'est vrai que ce mur immense, il a quelque chose de très épique, donc je pense que et quelque chose de très romanesque et littéraire en ce sens-là. Donc tous les plaisirs de la langue se retrouvent à cet endroit. Et c'est vrai que quand on préparait le livre, on lisait près du barrage les espèces de panneaux explicatifs et on s'extasiait devant. Tout à l'heure, je parlais de déroquetage à l'explosif. C'est vrai que nous, ça peut nous faire la journée, le mot déroquetage. Voilà, donc il y a un déroquetage. En fait, c'est faire exploser juste la couche superficielle de la roche qui est trop friable, donc sur laquelle on ne peut pas poser de fondation pour accéder à la couche en dessous qui est plus dure et plus solide. Et c'est un très beau mot, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Donc voilà, c'est vrai qu'on a ce goût commun qui fait qu'on a lu des petits fascicules comme ça sur la construction des barrages, mais c'est aussi notre souci, je pense, de la précision et c'est-à-dire qu'on considère, enfin je ne vais pas parler pour Maëlys, ça le dira après, mais on considère toutes les deux que si on raconte la construction d'un barrage hydraulique, eh ben, il faut la raconter. Voilà, avec précision. Qu'est-ce que c'est, comment ça se construit, quelles sont ses propriétés. Si la littérature n'est pas là pour dire avec précision les choses, on s'en passe en fait. Donc c'est à la fois un goût et puis un goût aussi pour la description, et pour la précision, et puis une fidélité aussi à notre sujet. C'est aussi rendre justice à notre sujet que d'en parler voilà, dans le détail et de dire quelle est cette réalité, de donner à voir précisément la réalité du monde. Voilà. Oui, alors je pourrais juste ajouter, je suis complètement d'accord avec tout ce que dit Joy. Alors il y a aussi autre chose qui s'ajoute à ça, c'est qu'en fait cette espèce de façon de se saisir de la technique, c'est aussi une façon, je pense, pour l'une et pour l'autre, parce qu'en fait ça s'est retrouvé, je sais pas, justement par exemple, dans À la folie, il y a aussi ce vocabulaire, cette langue médicale qu'il pouvait avoir dans Réparer les vivants, ou en tout cas, ou dans Un monde à portée de main sur le geste du peintre, le rapport à la matière, etc. Donc en fait, ce qui est intéressant dans la technique, pour moi, c'est aussi que c'est d'abord quelque chose qui n'est pas aimé, qui n'est pas littéraire. C'est-à-dire c'est vu comme étant le truc le moins glamour qui soit. On rejoue là la bonne vieille dichotomie. Je sais pas, ça pourrait être une version inaboutie des maths et du français. Enfin, c'est-à-dire voilà, la technique, c'est ce qui est considéré comme étant rebutant et qui est de fait assez difficile à saisir dans la littérature. Alors il y a un jeu qui est
y a un jeu JEU, hein, au sens où c'est pas mal parfois d'essayer d'aller ramener dans le roman des éléments antilittéraires. Et ça, je trouve que c'est pas mal, parce qu'en fait, c'est aussi l'idée d'étendre le domaine de la langue, enfin d'étendre tout ce territoire langagier, de lui donner une autre dimension, en y faisant rentrer ce qui est rebutant, ce qui n'est pas aimé, ce qui n'est pas... parce que quand Joy dit c'est épique, ces mots-là, on est peut-être bien les... Enfin, je ne dis pas les seuls, parce qu'il y a d'autres auteurs, par exemple, je pense à Philippe Vasset, ou à des gens... Bon, et puis il n'y a pas que lui, il y a des auteurs qui aiment ça. Mais je trouve que c'est assez intéressant cette idée de faire rentrer dans la littérature des éléments antilittéraires pour justement détruire cette idée qu'il y a des assignations, des chasses gardées au bon roman, à la bonne langue, et qui seraient finalement toujours un peu ces sujets qui sont des bons sujets. Et c'est vrai que la technique, moi je me souviens pour Naissance d'un pont, ça avait été un étonnement, un livre comme ça sur un pont avec le béton, le déroquetage, etc. Et je me souviens que j'avais pas vraiment conscience que cet étonnement venait aussi du fait que c'était une manne jugée totalement peu sexy pour le roman, pas très intéressant, et surtout possiblement indigne de littérature. Et finalement, il y a aussi ce mouvement, alors qui n'est pas non plus une croisade, hein, on n'est pas les passionnariats du BTP, mais l'idée quand même que rien n'est indigne dans la littérature. Vous voyez que, en fait, ça c'est assez fort, je trouve, que tout peut faire roman, pour peu justement qu'on le regarde avec attention, hein, dans cette idée, et l'attention dans les deux écritures. On va arriver au terme de cette rencontre, ça passe très très vite. Je voulais savoir si, au terme de cette expérience commune, vous aviez appris l'une de l'autre. Et est-ce que ça avait peut-être un tout petit peu modifié, fait un tout petit peu bouger votre travail d'écriture respectif ? Si on a appris des choses l'une sur l'autre, moi j'ai vu Joy comme je ne l'ai jamais vu dans ce travail commun. Oui, moi j'ai appris des choses. Il y a c'est beaucoup plus comme un autre rythme, une autre façon. Enfin, c'est plus un autre rapport au travail. On n'a pas le même rapport au travail. Alors, c'est pas apprendre de l'autre, mais c'est découvrir que l'autre qu'on croyait si bien connaître n'a pas le même rapport au travail, mais je parle là dans la pratique, dans quelque chose qui est comment on s'y met, etc. Et on a des différences de rythme aussi, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes vies. Et là, pour le coup, oui, on apprend aussi une autre pratique littéraire. Ça, pour moi, ça a été quelque chose que j'ai découvert de toi. En fait, Maëlys veut dire qu'elle a découvert, j'étais encore plus impatiente que ce qu'elle imaginait dans le travail. Alors, moi, ça, je ne sais pas, finalement, l'avenir le dira. Je me dis, est-ce que dans le prochain livre, quelque chose que j'écrirai seule, quelque chose va bouger ? J'en sais rien encore, mais je me suis déjà exprimée là-dessus et j'en ai parlé à Maëlys. Pour moi... je disais tout à l'heure que j'avais fait un pas vers sa musique, ou plutôt que j'avais sa musique dans l'oreille. Et puis, il y a autre chose qui est important pour moi, c'est un pas un peu plus avancé vers la fiction. On en parle souvent, Maëlys et moi, de cette question, parce que Maëlys, du roman, et que Maëlys a une pratique du roman beaucoup plus confiante que la mienne, beaucoup plus aboutie de mon point de vue. Enfin, je pense que ça ne se discute pas trop, mais j'ai d'autres qualités. Mais je me sens pas très assurée sur le terrain romanesque. C'est un genre qui me pose
beaucoup de difficultés dans l'écriture. Alors je ne dis pas que ça n'en pose pas à Maëlys, évidemment que ça en pose à Maëlys, mais Maëlys a une espèce d'élan et de confiance dans le roman que je n'ai pas, qui est un genre avec lequel je me débat beaucoup, avec les personnages, je me débat beaucoup, et que c'est assez compliqué pour moi. Et c'est pas pour rien que nombre de mes livres sont dans une veine plus documentaire, où je me sens plus à l'aise aussi. Et donc j'étais contente de pouvoir là aussi être accompagnée pour faire cette espèce de pas supplémentaire, parce qu'on est, voilà, pour moi on est vraiment dans le roman, dans la fiction, d'une manière qui pour moi est assez en fait inédite. C'est-à-dire que de parler toutes les deux, par exemple, de la mise en œuvre d'un personnage, de le construire à deux comme ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire seule. Donc d'être avec Maëlys pour faire ça, voilà, ça m'a un peu confortée. Peut-être que j'ai gagné une petite confiance de ce côté-là, mais je ne saurais le dire. On verra si j'ai besoin de Maëlys ou si j'y arrive toute seule. Mais merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci. Au revoir.